Salut les amis, c'est Timena. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous comptez certainement partir au Japon dans un futur proche. J'entends par là y faire un voyage en tant que touriste. Pour ma part, j'y suis déjà allé 3 semaines en 2016 et j'ai tout organisé tout seul de A à Z en fouillant sur internet. Cette vidéo est là pour vous donner les bases, les essentiels, les choses à savoir pour se préparer avant de partir au Japon. Surtout qu'en ce moment, autour de moi, on me demande pas mal de conseils là-dessus. Restez bien jusqu'à la fin puisqu'on va détailler pas mal de choses dans cette vidéo, notamment quelle est la meilleure période pour aller au Japon, niveau argent et banque, on va parler billets d'avion, on va parler hôtel et hébergement, on va parler métro et train, on va parler internet, smartphone et applications, on parlera un petit peu de nourriture et de quelques petites bonnes pratiques, du moins les essentiels, et puis à la fin, on parlera également de budget, grosso modo. On va pas tout détailler point par point, mais on va essayer de définir un budget, puisqu'il y a pas mal de choses qui ont changé depuis 2016 quand même, ouais, niveau budget. Et bien sûr, je vous mettrai des chapitrages pour que ça aille plus vite pour vous. Allez, on y va, c'est parti, transition. Avant de commencer, sachez que j'ai fait une vidéo similaire il y a 3-4 ans de ça. Et que depuis 2016, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont évolué au Japon. Notamment en termes de prix et de budget. Et aussi de technologie. On verra ça plus tard. Et donc forcément, j'avais envie de mettre cette vidéo au goût du jour. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec la meilleure période. Nani? Alors la meilleure période pour partir au Japon, déjà, c'est pas du tout l'été. Donc n'y allez pas en juin, n'y allez pas en juillet, n'y allez pas en août et n'y allez pas en septembre. Ces 4 mois-là, c'est 4 mois où il fait excessivement chaud et vous n'allez pas le supporter du tout. Tout simplement parce qu'en plus de la chaleur, au Japon, il fait très humide. On vous dit qu'il fait 30-35 degrés, mais c'est ressenti 40-45 degrés. Juin, juillet, août, septembre, évitez. Peut-être qu'en septembre, il fait un peu plus frais, mais en tout cas, peut-être que vous aurez des typhons. Donc à éviter. Pour ceux qui veulent voir les cerisiers en fleurs, renseignez-vous à l'avance. Chaque année, le Japon met une carte détaillée de quand par les cerisiers, c'est-à-dire du bas du Japon jusqu'au haut du Japon, au nord. Mais là encore, en règle générale, c'est au mois d'avril. Et ça, les compagnies aériennes, elles le savent bien. Et les prix, ils augmentent au mois d'avril. Donc voilà, déjà qu'on paye le double en termes de prix d'avion comparé à 2016. En avril, ça va peut-être être le triple. À part si vous voulez vraiment voir les cerisiers en fleurs et que vous avez le budget. Mais sinon, avril, évitez-le si vous vous en foutez des cerisiers en fleurs. Du coup, quelles sont les bonnes périodes? Eh bien, j'ai envie de vous dire, moi personnellement, j'étais parti au mois de mai. Et les cerisiers en fleurs, c'était terminé. Commençait même à y avoir des cerises qui commençaient à pousser sur les cerisiers. Et là, du coup, les billets d'avion, ils étaient moins chers, forcément, puisque tout le monde était déjà venu. Donc, pour faire venir du touriste un petit peu plus, ils avaient rebaissé les prix des avions. En plus, au mois de mai, au Japon, on peut déjà se mettre en short, donc c'est pas mal. Du moins, avoir des petites tenues légères, parce qu'il fait quand même un petit peu chaud. Mais après, j'ai envie de vous dire, les bonnes périodes, ça peut aller de octobre jusqu'à mars. Tout simplement puisque en automne, il y a tout ce qui est fleurs tombantes, fleurs rouges. Et c'est très important aussi au Japon, c'est très joli. En décembre, même si c'est la période de Noël, les Japonais fêtent pas trop Noël et ils restent en général en famille. Donc ils voyagent moins à l'intérieur du pays. Donc il y a moins de monde comme ça au niveau des trains et des avions. Donc je dirais que de octobre à mars, c'est une bonne période. Ensuite on passe à tout ce qui est banque. Nani? Alors si vous avez une banque traditionnelle, j'entends par là La Poste, Société Générale, Crédit Lyonnais, etc. Ces banques-là, en général, il faut les prévenir à l'avance. Parce que s'ils voient que vous faites des transactions depuis un autre pays que la France, ils vont se méfier, ils vont peut-être vous bloquer votre carte. Moi, personnellement, j'avais prévenu ma banque et même, ils m'avaient fait souscrire à un petit forfait de 1 mois qui me permettait de ne pas payer de frais de transaction à chaque fois que je payais quelque chose en yens au Japon. Mais honnêtement, aujourd'hui, avec toutes les néobanques qui existent, c'est pas forcément la peine de prévenir votre banque. Prenez une néobanque avant de partir. Genre N26, Revolut, ce genre de choses. Il y en a plein d'autres à des néobanques. Ça sera à vous d'aller voir sur internet. En général, ces banques-là, elles sont gratuites. Vous avez une carte bancaire gratuite et vous payerez 0 frais de transaction à chaque fois que vous allez faire des retraits ou des paiements à l'étranger. Et c'est pas besoin de les prévenir non plus. Donc voilà, une néobanque, c'est une très bonne solution. Ensuite, même si le pays, le Japon, utilise moins de liquide qu'auparavant, ils s'en savent quand même encore pas mal. Et si vous voulez faire des retraits, c'est pas la peine d'aller dans une banque classique au Japon. Déjà parce que les heures d'ouverture des automates, ils sont restreints, même si c'est des automates. Et donc pour retirer de l'argent, ça sera mieux d'aller au Combini, au 7-Eleven, à la supérette du coin, qui en général a des bornes de retrait qui sont ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Mais ayez toujours quand même un petit peu de liquide sur vous
Parce qu'il y a peut-être des petits restaurants qui prennent pas la carte bleue, même si quasiment tout le monde le fait aujourd'hui. Mais on reparlera des cartes de paiement et de la façon de payer au Japon un peu plus tard dans la vidéo, quand on va aborder le point métro. Passons à la langue maintenant. Nani? Faut savoir que les Japonais parlent très peu anglais. Et même dans les hôtels à la réception, ils parlent très peu anglais. Donc parler anglais, c'est bien. Vous pouvez vous débrouiller un petit peu avec de l'anglais. Mais ça va pas marcher pour tous les Japonais. Donc passer à une application de traduction, ça peut toujours aider. Mais on y reviendra dans la catégorie smartphone et Internet. Parce qu'il vous faudra du coup Internet pour avoir une application de traduction. Et oui, ça marche avec Internet la traduction. C'est pas forcément en local sur votre appareil. Cela dit, apprenez quand même quelques mots de japonais. Ne serait-ce que bonjour, au revoir, excusez-moi, s'il vous plaît. Pour ma part, quand j'étais parti au Japon, j'avais fait un fond d'écran sur mon smartphone qui me permettait d'avoir des petites traductions comme ça rapides pour vite m'en rappeler quand je voulais poser quelque chose ou demander quelque chose à quelqu'un. Mais en règle générale, sans forcément parler la langue, vous allez vous en sortir. Surtout que dans des restaurants comme des fast-food, en général, il y a une carte en japonais. Et derrière, il y a une carte en anglais. Et là, au moins, vous pouvez pointer du doigt et dire this one, N1, N1, et hop, ils vous font votre commande. Un petit truc aussi pour éviter de perdre du temps dans l'avion et de remplir le papier de l'immigration qui pourrait être en japonais ou en anglais, qui ne sera pas en français, ça c'est sûr et certain. Allez sur le site Visit Japan Web et enregistrez-vous avant de partir. Ça vous évitera de remplir le papier dans l'avion. Ça sera déjà fait avant et après, il y aura juste un petit QR code à scanner. On va parler avion maintenant. Nani? Sachez que pour partir au Japon, il y a seulement 3 compagnies qui font des vols directs Japon-France ou France-Japon. Ces 3 compagnies, c'est JAL, ANA et Air France. Ces vols directs, en général, ils sont au départ de Paris, Charles de Gaulle, mais ça peut évoluer avec le temps. Et si vous prenez Air France, vous avez même des lignes qui partent de Marseille vers Charles de Gaulle, de Nice vers Charles de Gaulle. Bref, plein d'aéroports un peu partout dans la France qui vont vers Charles de Gaulle. Et après, vous êtes en transit, mais c'est considéré comme un vol direct, donc de Charles de Gaulle vers Tokyo. Air France, à part si vous en avez l'habitude et si vous avez déjà pris des avions avec Air France, vous pouvez le prendre, mais sinon, je vous conseille pas Air France. Pourquoi? Parce qu'en général, les places, elles sont serrées, alors que les compagnies japonaises comme JAL et ANA, les sièges, il y a un petit peu plus d'espace, c'est le confort à la japonaise. Et puis aussi, avec Air France, souvent, ils perdent vos bagages. Ça peut arriver. Donc moi, ce que je vous conseille, surtout si vous avez un appareil Apple, un iPhone, mettez un AirTag dans vos bagages pour pouvoir les retrouver plus facilement. Sachez également que vous allez passer 15 heures, voire un petit peu plus, en vol dans l'avion. Donc un vol direct, c'est bien sympa, mais il faut s'y préparer. C'est pour ça que je vous dis de ne pas prendre Air France. Surtout si vous n'avez pas beaucoup de place. Regardez les prix sur internet entre ces 3 compagnies. Bien sûr, les prix ils peuvent évoluer avec le temps. Pour ma part, en 2016, j'avais payé 700 € pour un aller-retour au mois de mai. Mais aujourd'hui, les prix ils tournent à peu près autour de 1400 €. Mais encore une fois, les prix ils peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Donc allez voir sur le site de ces compagnies. Pourquoi il y a 15 heures de vol pour aller au Japon, contrairement à 12 heures en 2016, tout simplement puisque les avions ne peuvent plus survoler la Russie. Et donc, ils sont obligés de faire un petit détour et de descendre sur la Chine. Prenez également une assurance pour votre billet d'avion. Oui, parce que si vous ne le faites pas et qu'après, au dernier moment, vous ne pouvez pas partir, eh bien, vous risquez de perdre une grosse somme et ça, c'est dommage. Après, vous pouvez toujours prendre d'autres compagnies d'avions qui vous font transiter par différents aéroports, mais vous risquez de passer 2-3 heures dans un aéroport à transiter, à faire une escale donc. En arrivant au Japon et selon les vols, attention, il y a 3 aéroports internationaux au Japon. Il y a Narita, Haneda, et un aéroport qui est à Osaka. En général, tout le monde atterrit à Tokyo, donc à Narita ou à Haneda. Si vous n'avez pas envie d'aller à Tokyo, essayez d'atterrir à Osaka. Mais si vous allez à Tokyo, évitez d'atterrir à Narita. Tout simplement parce que Narita, c'est un peu plus loin que le centre de Tokyo et vous avez 1 heure de train entre l'aéroport et le centre de Tokyo. Alors que Haneda, avec un simple petit métro, hop, c'est réglé, vous êtes directement à Tokyo. Attention aussi, à Haneda, il y a le terminal I, le terminal international. Alors il me semble qu'entre temps ça a changé, ils ont changé le nom du terminal, parce qu'avant les gens ils confondaient le terminal 1 et le terminal I, parce que sur le billet d'avion c'était écrit avec une barre, et donc on savait pas si c'était 1 ou un I. Bref voilà, checkez tout ça si vous atterrissez à Haneda, entre le terminal I ou peut-être qu'il a changé entre temps, histoire de ne pas vous tromper, surtout quand vous rentrez en France, ne pas vous tromper de terminal. On va passer aux hôtels et aux hébergements maintenant. Nani? Alors si vous voulez prendre un Airbnb et que vous y êtes habitué, là je vous dis, grand bien vous fasse. Moi personnellement, c'est pas mon style d'aller dans un Airbnb.
Des fois, on ne sait pas où c'est qu'il faut récupérer les clés. Il faut peut-être que l'autre personne, elle sache parler anglais aussi en face de vous, si vous ne parlez pas vous-même japonais. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué dans ces situations. Ensuite, vous avez aussi le choix des capsules hôtels. Mais les capsules hôtels, il faut être seul. Il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir d'intimité. Oui, parce que vous n'en avez pas. Il y a tout le monde qui ronfle autour de vous. Et ça va être compliqué. Donc si vous voyagez à deux ou en famille, préférez des hôtels traditionnels. Les hôtels traditionnels, c'est entre 70 et 100 euros la nuit. Attention, des fois, selon les hôtels, il y a un couvre-feu aussi. À une certaine heure, vous ne pouvez plus rentrer dans l'hôtel. Les check-in au Japon, ils se font en général après 15 heures. Et faites attention, selon les hôtels traditionnels, enfin, dits classiques, pas traditionnels, les lits, bien souvent, ils font 120 cm de large. Donc si vous êtes deux dans un lit 120 cm, ça peut être compliqué pour dormir. Éventuellement, vous avez des auberges à la japonaise, donc des hôtels dits traditionnels qui s'appellent les ryokan. Mais là, ça va être un petit peu plus cher puisqu'en général, vous avez une demi-pension avec une restauration à la japonaise et donc les prix peuvent beaucoup augmenter. Mais ça peut être une expérience pour quelques jours. Pour faire vos réservations, honnêtement, je vous conseille Booking ou Hotel.com. Mais l'avantage de Booking, je ne sais pas sur Hotel.com, mais c'est qu'on n'est pas obligé de payer la totalité directement sur Booking. On peut payer une partie et l'autre partie, on la paiera quand on arrivera à l'hôtel. Et ça, c'est plus avantageux, surtout si on a un pépin, qu'on ne peut pas forcément aller à cet hôtel-là ou qu'on a eu un empêchement. Eh bien voilà, vous n'avez pas payé la totalité, mais juste une petite partie, donc vous allez perdre moins d'argent. Alors moi, en 2016, ça a dû évoluer entre-temps, mais un hôtel, ça m'avait coûté à peu près 500 euros la semaine, mais compté un petit peu plus cher aujourd'hui. Moi, je vous recommanderais deux hôtels, même si je ne suis pas allé dans ceux-là, mais après les avoir vus sur Internet, ils ont l'air très intéressants. C'est le Osmo Hotel qui est sur la ligne Yamanote, on y reviendra après, et aussi les hôtels de Ici Japon Village qui sont un petit peu plus excentrés, mais qui sont beaucoup moins chers. Et là, c'est une équipe de Français qui vous accueille. Donc voilà, Ici Japon Village, c'est un très bon moyen, mais c'est souvent blindé, je pense, parce qu'il y a beaucoup de monde qui connaît. Je vous mettrai des liens dans la description, sinon vous cherchez sur Internet. Je vais vite fait revenir sur la ligne Yamanote avant de passer à la suite, surtout par rapport aux hôtels. La ligne Yamanote, c'est une ligne de métro, de train, on va dire ça comme ça, qui fait tout le tour de Tokyo. Voilà, c'est une ligne circulaire, Elle fait tout le tour de Tokyo. Et donc, grâce à cette ligne, vous allez pouvoir accéder aux sites les plus importants, aux lieux les plus importants et les plus touristiques de Tokyo en une simple boucle, j'ai envie de dire. Donc voilà, essayez de réserver un hôtel qui est pas loin de la ligne Yamanote. Après, si vous trouvez moins cher et un petit peu plus excentré, comme ici Japon Village, faut peut-être pas hésiter, tout dépend si vous voulez du calme ou si vous voulez être en centre-ville. Et en centre-ville, ça peut être sympa aussi parce que souvent, il y a les sirènes d'ambulance, de la police qui sont différentes de la France et c'est toujours petit sympa d'avoir une ambiance sonore. Après, si vous aimez pas le bruit, j'ai pas parlé des valises aux hôtels, mais en général, vous pouvez laisser vos valises même avant l'heure du check-in à l'hôtel. Vous dites voilà, j'ai réservé et je vais revenir tout à l'heure pour le check-in. Est-ce que je peux laisser mes valises ? Ils vont pas vous redonner en général, il y a des espaces prévus à ces effets, et aussi des fois dans les gares ou dans les métros, il y a des petits lockers, voilà, dans lesquels vous pouvez mettre vos valises et ça coûte pas très cher et comme ça vous pouvez voyager léger. Vu qu'on a parlé de ligne Yamanote et qu'on a parlé donc de métro, on va parler de métro du coup. Nani ? Alors le métro, il y a deux possibilités, Soit vous prenez un ticket, mais je vous le conseille pas honnêtement. Tout simplement parce que c'est la galère avec les tickets. Oui, parce qu'au Japon, il faut savoir que quand on prend un ticket, ça ne nous permet pas de voyager sur toute la ligne pendant un certain temps, comme c'est le cas pour nous en France. Non, au Japon, quand on prend un ticket, on prend un ticket pour une station vers une autre station. Et si on va plus loin, c'est plus cher. Et si on va plus loin, c'est encore plus cher. Et si on va encore plus loin, c'est encore plus cher. Vous l'avez compris, vous payez au nombre de stations auxquelles vous allez. Et donc, c'est pour ça que c'est la galère. Donc, ne prenez pas un ticket de métro parce qu'il va falloir vous calculer. Voilà, je suis à telle station, je vais à telle station. Combien je dois payer, combien de sous je dois mettre dans l'automate. C'est un bordel sans nom et quasiment plus aucun Japonais n'utilise de tickets aujourd'hui. Les Japonais, ils utilisent des cartes de métro rechargeables, des Suica ou des Passmo. Alors, vous pouvez l'acheter directement en arrivant à l'aéroport, si vous voulez une carte physique, ne serait-ce que pour le souvenir. Mais sachez que, depuis quelque temps, avec les nouvelles technologies, vous pouvez directement créer et recharger une carte Suica ou une carte Passmo
directement depuis votre smartphone et surtout si vous avez un iPhone. Je vous mets quelques petites captures d'écran, c'est facile à faire, vous allez dans Wallet, vous faites ajouter un titre de transport, vous choisissez Suica ou Passmo et là vous pouvez recharger votre carte. Alors ça marche pas comme une carte bleue, quoique, parce que ça va pas débiter directement sur votre compte, mais ça va débiter sur le compte de la carte Suica. Et donc, il faudra la recharger de temps en temps. Ce qui est intéressant avec cette carte Suica ou cette carte Passmo, c'est qu'elle n'est pas utilisée que pour payer le métro. Elle peut être utilisée pour payer les distributeurs de boissons, mais également le taxi et aussi quelques restaurants qui sont compatibles. Donc voilà, ça peut être intéressant à l'utiliser comme une carte bancaire. De ce fait, vous n'aurez pas forcément à sortir votre carte bancaire à chaque fois, mais à faire des rechargements depuis votre téléphone avec Apple Pay pour ceux qui ont un iPhone vers la carte Suica. Et en plus, si vous avez une Apple Watch, bien c'est compatible et donc vous pouvez biper votre métro ou payer votre boisson au distributeur avec votre Apple Watch et ça c'est cool. Éventuellement, si vous prenez un JR Pass, mais on y reviendra après avec la catégorie train, le JR Pass peut être utilisé pour prendre certaines lignes de métro qui sont de la compagnie JR bien sûr, puisque c'est un JR Pass. Mais on va revenir juste après, maintenant là. Nani? On parle donc des trains et si vous restez que à Tokyo, c'est pas forcément une bonne idée que de prendre un JR Pass. Prenez une carte de métro, c'est peut-être plus avantageux. Sinon le JR Pass il va vous coûter plus cher que certains trajets en métro. Le JR Pass, qu'est-ce que c'est, me direz-vous, puisque vous découvrez cette vidéo certainement. Le JR Pass, c'est un pass pour les touristes que vous pouvez prendre pour 7 jours, 15 jours ou 21 jours. Il y a donc 3 formules. Et ces 7 jours, ces 15 jours ou ces 21 jours, eh bien vous pourrez prendre le train donc sur les lignes JR de manière illimitée. Vous avez juste à montrer votre pass et vous rentrez dans le train ou dans le métro. De la ligne JR, on est bien d'accord. Qu'est-ce que c'est la ligne JR, me direz-vous? Bien, c'est un peu la SNCF japonaise. Mais il n'y a pas que la compagnie JR au Japon. Nous, en France, on n'a que la SNCF. Et encore, normalement, ça doit se démocratiser et la concurrence doit arriver en France. Mais au Japon, il n'y a pas qu'une seule compagnie de train. Non, il y en a plusieurs. Donc faites attention, votre JR Pass, il ne marchera pas sur les autres lignes qui ne sont pas JR. C'est pour ça qu'il vous faudra une Suica ou une Passmo pour certains métros, sachant que la carte Suica, c'est la compagnie JR, mais ça marche pour tous les métros dans tout le Japon. Et Passmo, c'est pareil. Ce JR Pass, il est avantageux. Pourquoi? Tout simplement parce que pour le prix d'un JR Pass, ça vous fait déjà le prix d'un aller pour aller par exemple de Tokyo à Kyoto. Donc voilà, calculez bien tout ça, sachant que le JR Pass, il faut le réserver à l'avance. Vous ne pouvez pas directement le prendre sur le territoire japonais. Il faut le prendre à l'avance sur un site internet et vous le faire livrer chez vous. Et ensuite, il faudra l'activer quand vous arrivez au Japon auprès d'un guichet de la compagnie JR. Bref, pour plus de renseignements sur le JR Pass, je vous mets des liens en description. Sachez également que si vous prenez donc le Shinkansen, on va dire le TGV japonais, donc de la compagnie JR, les enfants de moins de 6 ans, eh bien pour eux, c'est gratuit. Alors la plupart du temps, ils vont même pas vérifier l'âge de votre enfant, mais sachez que voilà, pour des enfants de moins de 6 ans, c'est gratuit. Et pas que pour le Shinkansen d'ailleurs, hein, ça marche pour d'autres lignes de train de la compagnie JR et d'autres à vérifier sur place. On va parler smartphone maintenant, internet et communication bien sûr. Nani? Oui, parce que vous avez certainement un smartphone avec vous et ça serait difficile de s'en séparer ou de pas l'utiliser, surtout quand on est dans un pays étranger. Ok, il y a peut-être des gens qui vont partir au Japon en manière roots comme ça, voilà, vraiment partir à l'aventure et se débrouiller au fil de l'eau. Mais honnêtement, aujourd'hui, on a des appareils qui peuvent nous permettre de nous aider, donc pourquoi ne pas s'en passer? Ou pourquoi s'en passer? Donc déjà, premier conseil, c'est de ne pas prendre de carte SIM directement en arrivant au Japon. Tout simplement parce que c'est compliqué de prendre une carte SIM au Japon. Souvent, il faut avoir une adresse au Japon et tout, c'est compliqué. Et si vous avez un iPhone, ou du moins un smartphone compatible eSIM, eh bien prenez Ubigi. Si vous savez pas ce que c'est qu'Ubigi, alors c'est pas un sponsor, hein, je suis pas payé pour ça, mais Ubigi c'est génial. Vous téléchargez l'application Ubigi, vous choisissez le pays dans lequel vous allez, par exemple le Japon, et vous choisissez votre forfait. Et ensuite vous avez donc une SIM qui est directement intégrée dans votre smartphone avec donc un forfait qui est compatible avec le Japon. Si vous voulez en savoir plus sur Ubigi et sur les eSIM, j'en ai fait une vidéo dédiée, je vous mettrai le lien d'une playlist, mais on en reparlera après. Si votre smartphone il n'est pas compatible eSIM, voilà, que vous voyagez en famille,
Bah, potentiellement, un Pocket Wi-Fi, ça peut être intéressant. Un Pocket Wi-Fi, c'est un petit appareil dans lequel il y a une carte SIM japonaise, on va dire ça comme ça, et il va vous diffuser du Wi-Fi autour de vous. Ce petit appareil, bien sûr, il a une batterie pour fonctionner. Résultat, bah, vous pouvez utiliser ce forfait de Pocket Wi-Fi pour tous les gens qui sont autour de vous, puisque ça va délivrer du Wi-Fi. Alors le Pocket Wi-Fi, c'est bien sympa, mais quand on va au Japon, ben, en général, il faut le réserver à l'avance sur un site, et ensuite, il vous sera livré à l'aéroport. Moi, c'est ce que j'ai fait en 2016, j'ai pris un Pocket Wi-Fi, puisqu'à l'époque, les smartphones n'avaient pas de eSIM, donc je ne pouvais pas utiliser ça. Donc voilà, là aussi, pour tout ce qui est Pocket Wi-Fi, je vous mets des liens en description. Puisqu'on est sur le smartphone et sur le Pocket Wi-Fi, comment vous allez recharger vos appareils? C'est bien beau les prises, mais il faut peut-être penser à un adaptateur. Eh ouais les enfants, parce que les prises japonaises, c'est pas les mêmes que les prises françaises. Ça ressemble un petit peu plus aux prises des États-Unis d'ailleurs. Voilà, renseignez-vous et prenez des adaptateurs. Et ensuite, qui dit smartphone dit application. Quelles applications que vous devez prendre? Il n'y en a pas 50 000 à prendre. Il y a déjà une application de traduction, ça pourrait être très pratique, hein. Google Trad c'est pas mal. Les applications de traduction d'Apple, elles sont très bien aussi. Et puis il y a l'intelligence artificielle qui arrive, donc ça sera encore beaucoup plus simple de traduire des choses avec son smartphone. Éventuellement, prenez l'application Japan Travel by Native. C'est une application qui va vous permettre de savoir les horaires de train, de métro et tout ça. Donc ça peut être intéressant, pensez à regarder cette application. Ensuite, on va parler de nourriture. Nani? Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir manger au Japon? Et où vous allez pouvoir manger au Japon? Bien déjà, il faut savoir que au Japon, très peu de Japonais, surtout en ville, hein, pas dans la campagne, eh bien, ils mangent quasiment pas chez eux. Tout simplement parce que les apparts japonais, ils sont très petits, souvent c'est du 20 mètres carrés, voire moins. Donc, ils n'ont pas forcément la place d'avoir une cuisine et de se faire des petits plats tous les soirs parce qu'ils travaillent, ils rentrent, ils n'ont pas le temps. De ce fait, le Japon a vraiment un parc, on va dire, de restaurants vraiment variés, divers et énormissime. Et donc, il y a énormément de restaurants au Japon, vous l'avez compris, mais la nourriture est pas chère aussi au Japon puisque tout le monde y mange. Donc, les coûts, ils peuvent baisser. Donc, pour se nourrir au Japon, bah, vous avez le choix hein, entre les petits restaurants, les chaînes de restaurants, que ce soit fast-food ou pas fast-food, et les combini, hein, les supérettes japonaises dans lesquelles vous allez retrouver eh bien, des petits plats tout prêts, vraiment pas chers, que d'ailleurs vous pourrez faire chauffer au combini, hein, ils pourront vous le faire chauffer, ils ont des micro-ondes, vous pouvez même les manger au combini, ça peut être intéressant. Mais voilà, il y a pas mal de restaurants au Japon, et d'ailleurs j'en ai fait 2 ou 3 vidéos sur les restaurants au Japon, ne serait-ce que les fast-food ou les restaurants traditionnels au Japon, les trucs bons et pas chers. J'en ai fait une playlist, je vous mettrai le lien en description. Petite dernière chose sur le restaurant, sachez que souvent les restaurants, bah, ils sont bondés et les Japonais, ils font la queue dans les restaurants. Alors ça va vous arriver, si vous voulez aller à un restaurant bien spécifique, de voir un petit livre, voilà, posé sur une petite table comme ça à l'entrée du restaurant. Eh bien, il faudra inscrire votre nom et faire la queue. Hein, parce que si vous faites la queue et que vous ne mettez pas votre nom, ça veut dire que vous n'avez pas réservé. Voilà, vous pouvez réserver directement sur un livret à l'entrée du restaurant et après vous attendez votre tour qu'une place se libère. Donc voilà, personnellement j'aime pas faire la queue dans les restaurants, hein, c'est pas une habitude française, mais sachez qu'au Japon ça se fait beaucoup. Et souvent les restaurants où il y a la queue, c'est des restaurants réputés et qui valent le coup. Sinon les gens ils feraient pas la queue. Si on parlait des lieux à visiter maintenant. Nani? Et oui, parce qu'il y a beaucoup de trucs à visiter au Japon, c'est d'ailleurs pour ça que vous y allez, non? Alors pour ceux qui voudraient faire le mont Fuji, hein, c'est marqué là, mont Fuji, c'est marqué là, mont Fuji, on est d'accord. Donc pour ceux qui voudraient faire le mont Fuji, sachez qu'il y a des périodes pour aller au mont Fuji. Vous ne pouvez pas y monter toute l'année. Il me semble d'ailleurs que c'est fermé à partir de septembre jusqu'à mai-juin. Hein. Vérifiez sur internet, mais voilà, c'est pas ouvert tout le temps. Et puis en plus, avec le temps, il y avait trop de monde qui montait au mont Fuji et donc ils ont un peu limité tout ça. Il y a 3-4 chemins pour monter au mont Fuji, mais il y en a un qui est très réputé, qui est très utilisé et celui-là, pour l'emprunter, il faudra payer. Bon, c'est quelques dizaines d'euros, hein, c'est pas très très cher, mais il faut quand même le prévoir ça. Puis aussi, si vous montez au mont Fuji, préparez-vous, hein. Y allez pas en basket, mais prenez des chaussures de marche, des chaussures dans lesquelles vous avez l'habitude de marcher, hein, pas des chaussures neuves, et prenez des vêtements en conséquence parce qu'il fait froid aussi au mont Fuji. Et puis prévoyez la journée pour aller au mont Fuji, hein. Ça se fait pas en 2 heures à le mont Fuji, ça se fait en plusieurs heures. Je vais pas détailler le mont Fuji parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà.
sachez que c'est encadré aujourd'hui le mont Fuji et que c'est pas ouvert toute l'année puisqu'après il neige forcément et les routes sont fermées. Vu qu'on est sur une chaîne geek, forcément vous avez peut-être envie d'aller au parc Universal Studios à Osaka. Allez donc visiter les attractions Mario, les attractions Harry Potter et peut-être aussi le nouveau musée de chez Nintendo qui se trouve vers Kyoto il me semble, ou peut-être même faire des cafés à thème, hein, comme le café de Square Enix, le café Final Fantasy, le café Resident Evil, pourquoi pas, ça je l'ai fait, il n'y a pas grand monde mais c'est sympa. Eh bien sachez qu'en général ce genre d'activité, même des activités du genre cérémonie du thé et tout ça, eh bien ces activités c'est bien de les réserver à l'avance. Et surtout le parc Mario là, hein, à Universal Studios et le parc de chez Nintendo, réservé à l'avance. Hein, parce que si vous vous pointez au parc Universal Studios, vous allez payer votre entrée et quand vous allez arriver au niveau de Mario, on va vous demander votre truc de réservation. Donc là, si vous n'avez pas réservé, ça va être compliqué, vous serez venu pour rien. Donc pensez à réserver à l'avance. Renseignez-vous sur le site de Universal Studios Japan, voilà, à Osaka. Ça peut être utile, hein, forcément, sinon ça va être problématique pour vous. Donc essayez de réserver sur les sites des lieux que vous voulez visiter, ça sera bien plus pratique pour vous et vous perdrez moins de temps. Nani? Quelques autres petits conseils avant de passer au budget. Observez les gens autour de vous au Japon et faites comme eux, faites comme tous les Japonais. Si les Japonais ils font la queue au métro, faites la queue au métro, hein. Essayez pas de passer devant tout le monde quand tout le monde sort du métro, par exemple. Ça se fait pas au Japon. Dans les escalators, si tout le monde se met d'un côté et fait la queue dans l'escalator, c'est pas pour rien. C'est pour que ceux qui sont pressés, ils puissent monter les marches de l'escalator sur l'autre côté. Voilà. Encombrez pas l'escalator. Voilà, donc observez les gens, observez les Japonais et essayez de faire comme eux dans certaines situations. Ne passez pas pour un mauvais Français. Ne passez pas pour un mauvais touriste et essayez de faire bien les choses. Tout comme le fait de se déchausser dans certains lieux. Mais ça, vous le verrez en général, tout le monde est en chaussettes et toutes les chaussures, elles sont dans un coin. Donc faites comme eux. Un petit point sur les tatouages. Sachez que souvent, ils sont refusés dans les onsen publics. Oui, tout simplement parce que les tatouages, c'est considéré comme si vous étiez un yakuza au Japon, hein. C'est un peu triste, mais c'est la réalité. Même si vous n'êtes pas un yakuza, on est bien d'accord. Cette idée reçue des gens qui ont un tatouage au Japon, c'est forcément des yakuza, bah elle perdure depuis des années. Même si les Japonais commencent à comprendre que les Occidentaux qui ont des tatouages, c'est pas forcément des yakuza, ou des gens de la mafia, sachez qu'il y a certains établissements qui pourront peut-être vous refuser l'entrée si vous avez des tatouages. Mais vous pourrez toujours les cacher et ça passera. À part si vous êtes tatoué partout, ça va être compliqué. Mais si vous êtes dans un onsen qui est privatif, hein, ça peut arriver, que vous payez un onsen privatisé que pour vous et ceux qui vous accompagnent, eh bien dans ce cas-là, personne ne va vérifier que vous avez des tatouages. Donc vous pouvez y aller. Pour les gens qui fument, hein, c'est pas mon cas, mais ça peut être le vôtre, hein, ne serait-ce que une cigarette électronique ou une cigarette classique. Alors pour acheter des cigarettes au Japon, c'est assez facile, hein. Vous allez dans un combini et vous achetez des cigarettes. Mais sachez que vous ne pouvez pas fumer en marchant dans la rue au Japon. Et non, c'est interdit. Vous risquez 135 € d'amende, voire plus, voire moins. Les prix évoluent aussi, hein. Et pour fumer, eh bien, il y a des smoking areas, hein. Il y a des endroits comme ça, vitrés, ou voilà, et vous verrez, il y a tout le monde qui fume dans ces endroits-là. Ça a l'air débile, mais c'est comme ça, c'est à vous de voir. Il y en a qui se sont déjà fait verbaliser, donc faites attention. On va passer au budget maintenant. Nani? Et le budget, c'est un vaste sujet. Alors déjà, dans un premier temps, je vais vous conseiller quelque chose. Si vous comptez partir que une semaine au Japon, honnêtement, je pense que ça vaut pas le coup. À moins que vous soyez riche, mais partir une semaine au Japon, c'est très peu pour un pays qui est si loin. Ah, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 15 heures de vol. Vous risquez de passer plus de 24 heures dans les transports. Surtout si vous n'habitez pas à Paris. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé celle-là. Donc si vous habitez comme moi dans le sud de la France, eh bien vous allez peut-être partir de Marseille ou de Nice. Déjà, il faudra monter sur Paris. Ensuite, attendre quelques heures à Paris avant de prendre votre vol direct, on va dire ça comme ça. Ou peut-être que vous allez prendre un vol pas direct, avec donc des escales. Vous risquez de rester 2-3 heures dans les aéroports. Et donc, vous risquez de passer beaucoup de temps dans les transports. Et donc, tout ça pour rester une semaine au Japon, je vois pas l'intérêt, vous allez claquer beaucoup de sous pour peu de temps. Personnellement, 2 semaines, c'est un minimum. Et je dis bien un minimum. Parce que pour moi, une durée normale, ça serait 3 à 4 semaines. Et pour un budget de 3 à 4 semaines,
faut compter aux alentours de 3000 euros. Là où en 2016, je disais 2000 euros, aujourd'hui, bien sûr, les billets d'avion, ils ont augmenté. Certaines petites choses, elles ont aussi augmenté au Japon, mais le coût du yen, des fois, il est plus faible comparé à celui de l'euro. Donc, ça peut équilibrer. Les hôtels aussi, ils ont augmenté. Donc voilà, 3000 euros, pour moi, je trouve que c'est un minimum. Donc, renseignez-vous bien avant, mais je dirais entre 3000 et 5000, c'est un bon budget. Surtout si vous voulez acheter des trucs de geek, hein, des figurines, des jeux vidéo, voilà, flâner à divers endroits, voilà, faire différentes activités. C'est souvent payant au Japon, même si c'est pas cher, c'est quand même payant. Donc entre 3000 et 5000 euros, ça me paraît être une belle somme pour partir au Japon. Avant de terminer cette vidéo, quelques petits autres conseils, mais avant, bien sûr, pense à mettre un petit pouce bleu, s'il te plaît. Mets un petit pouce bleu, ça aide à référencer la vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les mettre en commentaire, mais peut-être que je vous répondrai pas si je connais pas la réponse, hein, forcément. Je suis pas un expert du Japon non plus. Je connais pas mal de choses, mais voilà, j'essaierai de vous répondre au mieux en tout cas. On peut donc passer à la suite. Dans un premier temps, ne serait-ce que pour vous recommander des lieux à visiter, hein, les trucs les plus touristiques ou les plus intéressants, ou ne serait-ce que les restos les plus intéressants et les plus excellents du Japon, les boutiques de geeks aussi peut-être que vous voulez faire, ou les fast-food dits traditionnels, hein, pas forcément des burgers, mais dits traditionnels du Japon, et d'autres conseils. Et bien pour ça, j'ai fait plein de vidéos sur ce sujet-là, sur ces sujets-là en tout cas. Et toutes ces vidéos, elles se retrouvent dans une playlist Japon, dont je vous mets le lien en description et bien sûr en suggestion à la fin de cette vidéo. Non, c'est plutôt par là. C'est là-bas à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas, cliquez sur cette playlist et regardez ce qui vous intéresse. Éventuellement, si vous êtes un amoureux du Japon, que vous aimez le Japon, eh bien sachez que j'ai une marque de fringues qui est là. Elle est là, voilà, Mon Fuji. Elle est là, même si la casquette, elle est unique, elle est que à moi, désolé. Mais voilà, tous les t-shirts que vous avez vus dans cette vidéo, hein, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je me suis changé quelques fois, hein. J'ai mis donc Japon, j'ai mis Tokyo et j'ai mis Mont Fuji. Mais il y a aussi du Kyoto, du Sapporo et plein d'autres t-shirts aussi avec des images du Japon imprimées dessus. Voilà, c'est ma marque Mont Fuji. Eh bien, si vous voulez acheter tout ça, je vous mets les liens de ma boutique en description. Voilà, elle est en dessous. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Cette marque, elle est vraiment génialissime pour montrer votre amour du Japon. Et il y a d'autres petites nouveautés aussi sur cette marque qui arrivent. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça sur le site. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. Éventuellement, j'ai fait un site internet sur mon voyage au Japon. Je vous mets aussi le lien en description. Il y a des petites astuces. Il y a des petits récits et tout ça de mon voyage au Japon de 2016. Donc, allez le voir si ça vous intéresse. Et si vous voulez plus d'infos, il y a aussi pas mal de liens qui renvoient vers d'autres sites, notamment le JR Pass, les cartes Suica et tout ça, voilà, et les hôtels. Allez voir tout ça en description. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour référencer la vidéo. Moi, je vous aime énormément. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Oui, il faut s'abonner les enfants. Pourquoi il faut s'abonner? Ben, pour pas louper d'autres vidéos sur le Japon qui pourraient arriver dans le futur sur ma chaîne. Même si on fait beaucoup d'astuces pour iPhone, vous le savez, mais il pourra y avoir encore d'autres contenus sur le Japon qui arrivent sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous, encore une fois, si ce n'est pas déjà fait. Et en plus, c'est gratuit. Bon courage à vous si vous partez au Japon. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de recherches à faire. J'en suis bien conscient avant de partir. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre au mieux. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!